Le contenu qui suit a été produit grâce à Vinstache la boutique. La livraison est offerte des 6 bouteilles et c'est cette boutique qui m'aide à produire en totale indépendance le genre de vidéo que voici. Vous voyez cette peinture? Bon, à la base, je voulais vous la faire façon Alt 236. Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, vous regardez Vinologics. Mais bon, je me suis dit que tout le monde n'aurait pas la ref. Cette peinture sur bois, que l'on estime être datée entre le 1er et le 3e siècle, c'est une peinture funéraire du Fayoum, une oasis égyptienne. Ces portraits, représentant des personnes réelles, étaient réalisés du vivant de ces dernières pour être ensuite placés sur leur momie au moment de leur inhumation. Et cela afin d'accompagner leur identité dans l'au-delà. Cette œuvre, je l'avais découverte lors de mon tout premier stage dans le vin en 2012. Et si, comme moi, vous avez l'esprit mal tourné, non, ceci n'est pas un god, Espèce de god Miché, mais bien une couronne de fleurs. Mais vous vous en doutez, ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est ce petit verre en forme de coupe menstruelle. Vous ne remarquez rien? Bon, normalement, si vous avez en tête le nom de cet épisode, ça devrait faire tilt. Puisque je voulais mettre l'emphase sur la couleur de ce breuvage que je présuppose être du vin. Et on va partir de cette hypothèse, sinon tout le monde intro est niqué. Bref, ce vin est rosé, et non pas rouge. Alors que pourtant, je pense que nombre d'entre vous supputaient, avant d'avoir lancé cet épisode, que du vin rouge, on en produisait depuis fort longtemps, et qu'il était antérieur au rosé. La faute, je suppose, à nombre d'œuvres de fiction plongeant allègrement dans cet anachronisme. Qui n'a jamais vu les dantesques banquets gaulois d'Astérix, arrosés de rouge, ou encore le nombre incalculable de films et de séries se déroulant dans l'Antiquité et où du vin rouge était servi? Sauf que non. Comme expliqué et rabâché maintes et maintes fois sur cette chaîne, d'après le fabuleux ouvrage Vins de Bourgogne, le parcours de la qualité du 1er au 19e siècle et ses d'énologie de Louis Latour, c'est grâce à la révolution énologique bourguignonne, allant du XIIe au XIIIe siècle, que vont être inventés les vins rouges modernes. Et cela notamment grâce à une nouvelle technique de vinification consistant à laisser macérer en cuve des pots de raisin colorés avec du mou en fermentation avant de pressurer le tout pour enfin le faire vieillir en tonneau. Avant, les vins étaient principalement blancs ou alors légèrement rosés. On parlait d'ailleurs très souvent pour ces derniers de vin gris. Dans le livre Le vin rosé, qui fut une précieuse source d'information à la réalisation de cet épisode, tout un chapitre est même consacré à cette simple question: à partir de quelle date a-t-on vraiment commencé à faire le distinguo et à segmenter le vin rosé comme une catégorie bien à part? La réponse n'est vraiment pas évidente. L'auteur nous citant par exemple dans l'Antiquité le médecin grec Galien qui distinguait une gamme de 6 expressions colorées: le vin blanc léger et sans force, le vin noir capiteux et puissant, le vin jaune, le rouge sans vermeil, le jaune feu et le rosé ou gris. À une époque plus contemporaine, et alors que les premiers traités d'énologie moderne voyaient le jour, l'abbé Rosier, dans son ouvrage Manière de faire des vins en Provence, n'évoque même pas les rosés. Alors que pourtant, si je m'en fie au site des vins de Provence, on produit ces derniers dans le vignoble depuis 2600 ans. Et aujourd'hui, la région provençale représente même entre 40 et 45% de la production nationale de rosé sous AOP et environ 5% de la production mondiale. Pour en revenir à nos moutons, et ne voulant pas vous faire toutes les citations de la littérature d'époque, je vous dirai qu'en substance, ce que j'ai compris de ce chapitre, c'est que nous avons vraiment mis des siècles à isoler les rosés en tant que tels. C'est-à-dire pour leur couleur bien particulière et leur qualité organoleptique propre. Avant, on ne cherchait pas forcément à faire du vin rosé. Cette couleur était induite par les limites des techniques de vinification et les procédés d'alors donnaient naturellement cette teinte rosé-gris. Mais si comme moi, vous êtes un geek du vin ou un jusqu'au boutiste, alors sachez qu'en 1861, la légende de l'agronomie Jules Guyot a défini le vin rosé sur sa durée de cuvaison et sur sa température lors de la fermentation. Ainsi me risquerais-je à vous dire que les vins rosés en tant que catégorie de vins bien distincte dateraient de la moitié du 19e siècle. Bref, à l'échelle de l'histoire séculaire du vin, c'était hier. Mais le rosé, aujourd'hui, on en est où? Qu'entend-on par vin rosé en 2026 et comment le définit-on? Eh bien grosso modo, il y a 4 manières de le réaliser. Je ne rentrerai pas trop dans les détails car j'ai un peu la flemme de vous faire des animations et que lorsque je parle trop technique, les viewers quittent cette vidéo. Vous me le dites si je vous fais chier, hein. Mais option numéro 1,
C'est le rosé de pressurage direct avec une macération très courte qui est souvent inférieure à 2 heures. Cette technique consiste à presser directement les grappes entières ou éraflées juste après la vendange avec une macération pelliculaire plutôt courte jusqu'à obtenir la teinte rosée claire souhaitée. Cela donnera des vins d'une couleur très faible et que l'on pourrait confondre avec des vins blancs. Option numéro 2, le rosé de macération pelliculaire d'une durée supérieure à 2 heures. Ce type de rosé est élaboré normalement à partir de raisins noirs, mis en cuve directement avec une macération plus ou moins longue avant la fermentation alcoolique. Souvent, c'est entre 24 et 48 heures. On retrouve alors des rosés d'une couleur bien plus profonde, comme les vins de Tavel, l'une des très rares appellations françaises exclusivement en rosé. Option numéro 3, le rosé de saignée. Ce type de rosé est élaboré normalement à partir de raisins noirs mis en cuve directement avec une macération plus ou moins longue avant la fermentation alcoolique. Une partie du jus est séparée et transférée dans une autre cuve pour l'élaboration du vin rosé et le reste de la vendange continue la macération et la fermentation pour l'élaboration de vin rouge. Cette technique est très utilisée en Champagne pour donner naissance au champagne effervescent rosé. Enfin, option numéro 4, l'assemblage de vins blancs et rouges, que l'on appelle aussi le coupage. Mais je n'en parlerai que très peu, car il est quasiment interdit dans l'Union européenne. Les vins mousseux, dont les champagnes, en étant l'une des rares exceptions. Cependant, cette technique est bien plus utilisée dans le reste du monde. Et à la dégustation, cela donne quoi ? Eh bien, vous vous en doutez, mais entre le choix des cépages, la provenance de ceux-ci, les techniques de vinification, les durées de macération, les élevages sur lit ou non, l'utilisation ou non de certaines levures, le type de vieillissement, cuve inox ou barrique usagée par exemple, eh bien les rosés pourront pianoter sur une palette d'expressions très importante. Mais je vous dirai que dans les grands classiques, on vous parlera de fruits rouges avec la framboise, la fraise, la cerise, de fruits et légumes méditerranéens comme avec la pêche jaune ou le melon, d'agrumes comme avec l'orange, le citron ou le pamplemousse, de fruits exotiques comme avec l'ananas ou la banane, de fleurs comme avec la rose, les fleurs blanches, de minéral comme avec le côté salin, d'épices comme avec la vanille, la cannelle, le caramel, la réglisse, le bonbon harlequin, le poivre gris ou blanc, voire même des arômes nobles comme avec ceux de champignons frais. Pas mal pour un vin de barbecue ou à boire au bord d'une piscine. En effet, on y reviendra plus tard dans cette vidéo, mais pendant de très nombreuses années, et je pense qu'aujourd'hui c'est encore malheureusement le cas, le vin rosé a toujours eu du mal à s'extraire de ce carcan et de cette image du vin de la pétanque et des poules parties. Il a toujours été ce vilain petit canard, ce mouton noir de notre industrie. Pourtant, malgré un désamour criant des professionnels, à titre personnel, hormis quelques champagnes rosés, jamais une seule fois dans un étoilé, un sommelier ne m'a conseillé ou orienté vers un vin rosé sec, eh bien, et c'est notamment pour cela que je souhaitais lui consacrer un épisode dédié, le rosé a été une véritable cendrillon du vin et a connu une success story mondiale proprement époustouflante. Au point même qu'en France, en 2016, le guide Achète du vin sortait pour la première fois une édition consacrée uniquement à celui-ci. Alors certes, selon l'Observatoire mondial du rosé, le pic de consommation mondiale a été atteint en 2019. Année où, en cumulé, entre notre consommation domestique et celle internationale, on estimait que l'on frôlait les 20 millions d'hectolitres, soit 2,6 milliards de bouteilles de 75 centilitres. Selon le site des vins de Provence, en France, depuis 1990, la consommation de rosé a triplé en 25 ans. En 2023, une bouteille de vin sur 3 vendue en supermarché était une bouteille de vin rosé. De même, à l'échelle mondiale, l'exportation des vins de Provence a bondi de 500% en 15 ans. Et en 2022, le vin rosé représentait environ 10% de la consommation planétaire, toutes couleurs confondues. Et là où est le tour de force, je trouve, c'est que ce succès flamboyant, il l'a construit sur son marché intérieur, puisque la France est à la fois le premier pays producteur et consommateur de rosé, mais aussi à l'international. Et ça, franchement, respect. Les raisons de ce tsunami rose? Sur notre marché national, ma vision, c'est que le rosé répond à un nouveau mode de dégustation, celui d'une consommation plus estivale. J'en parlais déjà dans mon épisode sur la crise bordelaise, mais avec la dérive climatique, les hivers se font de plus en plus courts et il n'est pas rare de se retrouver mi-mars ou fin octobre sous 22 degrés. Or, le rosé répond parfaitement à ces moments de dégustation, d'autant qu'il se mariera bien plus facilement à une cuisine plus légère et à base de légumes.
Concrètement, t'es mi-mars, tu fais une terrasse ensoleillée, tu commandes, je sais pas moi, des tomates farcies ou une salade niçoise, et bah avec ça, tu vas pas t'envoyer un Châteauneuf du Pape ou un Pauillac hyper tannique, tu vas plutôt partir sur un rosé frais avec une belle acidité et qui ira sur des petites notes gourmandes de fruits rouges. Outre le fait qu'il n'y a plus de saison ma bonne dame et que notre alimentation moins riche que naguère a évolué, il y a aussi une triste réalité, c'est que nous nous sommes paupérisés. Et que dans un contexte économique tendu, le vin rosé reste un produit plus populaire et accessible que les vins rouges et blancs. Puisque selon le bilan 2024 de France Agrimaire, en moyenne en 2024, lors d'un achat en grande distribution, un Français mettait 4,47 € du litre pour du rosé, là où il dépensait 5,54 € du litre pour du rouge et 6,24 € du litre pour du blanc. À l'international, l'une des raisons majeures de son succès est le poids de la marque Provence, ou plutôt devrais-je dire, le poids de la marque French Riviera. Je ne vais pas vous ressortir mes cours de marketing et vous faire mon petit étudiant de SC, mais ce qui fait le poids et la force d'une marque, c'est son capital marque. Un capital marque se mesurant par la diversité et la puissance des idées que l'on peut accoler à une marque. Et alors, si vous demandez à l'international, French Riviera égale le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, Saint-Tropez et sa jet set, Brigitte Bardot, Alain Delon dans la piscine, le soleil, la cuisine méditerranéenne, la pétanque. Ok, cocu. Bref, c'est bien simple, en France, les ricains connaissent deux choses, Paris et la French Riviera. Et le Mont-Saint-Michel. Mais bon, ça, ils pensent que c'est à Paris, donc se reporter à l'exemple précédent. Et c'est d'ailleurs ce côté glamour, cet art de vivre méditerranéen, qui ont amené nombre de stars anglo-saxonnes à investir le vignoble. Le cas le plus emblématique fut bien évidemment le couple Brad Pitt-Angelina Jolie, qui avait racheté le château de Miraval, où ils s'étaient dit oui. Bon, depuis leur divorce, c'est un joli petit bordel juridique, alors retenez juste que l'ex-couple le plus glam du tout Hollywood fut une véritable locomotive sur le marché américain pour vendre des rosés par palette entière. Mais j'aurais aussi pu vous parler de George Lucas au château Margui, de Ridley Scott au Mas des infirmières, de Tony Parker au château La Mascaronne. Si tu dis ton rêve à quelqu'un et qu'il te rigole pas au nez, ferme ta gueule. Et même Georges Clooney s'y serait mis depuis peu au domaine de Canadel. En France, nous, on a eu José Garcia, qui a fait le Rosé Garcia. C'est rigolo. Et sur le dernier salon Wine Paris 2026, Kylie Minogue herself s'était déplacée pour présenter ses vins pendant 3 jours et même donner une conférence sur The Making of a Contemporary Wine Company. Je ne résiste pas à l'idée de vous montrer son réel Instagram, déjà parce que ça dégueule de blanc et de rose, mais surtout parce que cela va me permettre d'arriver à un point qui fera très certainement grincer quelques dents et siffler quelques oreilles de vignerons. Mais avec l'instagramisation de notre société, le rosé est devenu un accessoire de mode. Et ça, il le doit bien évidemment à sa couleur. Je me souviendrai toujours d'une étude que Vin et Société avait présentée sur la génération Y et le vin sur Instagram, et qui était conduite en partenariat avec les étudiants du Moda Domani Institute, une école de commerce spécialisée dans la mode, le luxe et le design. Alors, je pense que la grosse erreur de base de ce rapport était de le confier à des étudiants d'une école de commerce spécialisée dans la mode. Alors, grand respect pour la filière, hein. C'est notamment parce qu'on a des Dior et des Chanel que l'on vend bien plus facilement des champagnes et des vins à l'international. Mais la robe du vin, donc l'aspect purement physique de ce produit, ça représente quoi à tout casser ? 1% de la dégustation ? Donc, prendre le prisme de la question purement esthétique et visuelle d'une boisson qui fait surtout appel à l'odorat et au goût, je trouve pas ça fou, quoi. Le vin est un produit qui peut vraiment venir accessoiriser des photos, que ce soit des photos de mode ou de lifestyle ou même de voyage. C'est un accessoire pour toutes les photos. Notre génération ne concevait pas forcément le vin comme les autres générations ont pu le consommer, mais en fait l'accessoiriser sur les réseaux sociaux et autres, vraiment pour se donner une image entre guillemets un peu noble. Star des réseaux sociaux, ex-darling international du vin, propulsé au firmament par des icônes hollywoodiennes et véritable emblème de l'art de vivre à la provençale, je pense malgré tout qu'après des années folles de croissance, le rosé est en train de revenir sur Terre et que l'atterrissage risque de faire mal. Déjà parce que depuis le pic de 2019, le rosé est en décroissance de moins 1,7% par an depuis 4 ans. Alors certes, c'est moins que les 3,8% de l'ensemble des vins tranquilles sur la même période, mais cela reste quand même un révélateur. Ensuite, parce que le marché américain.
En effet, comme expliqué précédemment, bien poussé par l'image du couple Pitt-Joly et par la folie de l'or rose hollywoodien, les States furent pendant de nombreuses années le deuxième plus gros pays consommateur, avant d'être doublé en 2020 par l'Allemagne. Les Allemands en avaient tellement marre de boire leur bière au goût de pisse. Sauf que depuis, les Américains ont réélu... un drôle de zèbre, dirais-je, pour rester poli. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que ce même drôle de zèbre agite sans cesse le spectre des droits de douane au rythme de ces petits cacas nerveux d'autocrates fascistes. Et que les 15% déjà imposés en août 2025 pourraient se voir rehaussés. Par exemple, lorsque l'Union européenne a eu l'odieuse ignominie de refuser de vendre le Groenland aux États-Unis, Pardon, je savais pas que je travaillais avec Dieu directement. Trump avait une nouvelle fois menacé de surtaxer à plus de 100% les vins et champagnes français. Et tiens, là c'est marrant, mais 2 jours après avoir fini de rédiger ce script, la Cour suprême américaine censurait une grande partie de ses droits de douane. Et du coup, c'est reparti mon kiki pour des menaces supplémentaires. Bref, une vraie girouette. Le fait est que nous sommes actuellement en plein amorçage du décrochage du marché américain, qui représente quand même 10% de la consommation mondiale de rosé, et qui est, sans surprise, en valeur, le pays qui importe les flacons les plus onéreux. Et cette décroissance risque de s'en faire ressentir dans toute la filière. Et outre ce retour à la réalité, qui risque quand même d'être salé, je pense que le vin rosé reste engoncé dans son image de rosé piscine. Une expression bien connue dans notre milieu et consistant à désigner les rosés de macération courte et facile à boire, au bord d'une piscine, avec ça de glaçons. Ça se boit excessivement frais. Excessivement frais. Sinon, C'est dégueulasse. Vous vous souvenez quand je vous disais que son succès était tel qu'en 2016, en France, le Guide Hachette avait même lancé une édition rosée dédiée uniquement à ceci? Bon bah, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que ça n'a duré que 2 éditions. 3 petits tours et puis s'en vont. Dès la première page de son ouvrage Rosé Understanding the Pink Wine Revolution, rédigé par Elisabeth Gabet, l'autrice nous explique en substance que lorsque tu as marketé pendant plus de 25 ans un vin comme étant simple, frais, sans prise de tête et que tu l'accompagnes d'un mode de vie glamour avec pour paysage des piscines ou la mer Méditerranéenne, en termes de vente, c'est génial, mais d'un point de vue de l'image de marque, bah c'est quand même pas fou. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on en est déjà à peu près 20 minutes d'épisode, et je ne vous ai toujours pas parlé de terroir. Je vous ai parlé d'internationalisation, d'Instagram, de techniques de vinification, de son antériorité historique, mais toujours pas de vignoble et de terroir. Alors que pourtant, entre les Côtes de Provence, Tavel en Rhône Sud, les Cabernets d'Anjou, et même plus globalement les Rosés de Loire, les Côtes de Toul en Lorraine, ou même encore les Rosés d'Hérissé en Champagne, eh ben il y aurait de quoi dire. Mais qui les connaît ? Par exemple, les historiques rosés du Rhône Sud de l'AOP Tavel sont totalement tombés en désuétude ces dernières décennies. Et cela à cause de leur couleur trop foncée, ça c'est malheureusement l'un des drames du rosé, et si vous êtes toujours demandé pourquoi ils étaient toujours présentés dans une bouteille en verre blanc, eh ben vous avez votre réponse, ainsi que leur packaging vieillissant, même si depuis quelques années, Dieu merci, il y a du mieux. Alors qu'on parle pourtant d'une des rares appellations 100% rosé de France et qui se voulait être le fer de lance d'une des catégories de vin qui a littéralement cartonné ces 25 dernières années. Les rosés tendres avec sucre résiduel de l'Anjou sont aujourd'hui associés à l'idée de vin ringard à cause du style, de la couleur et parce qu'ils sont vendus à des tarifs indignes en supermarché. Les Côtes de Toul, je pense qu'hormis si vous êtes lorrain ou alors pointu en vin, vous n'en aviez jamais entendu parler. Et vous découvrez peut-être qu'en Champagne, il existe une appellation de vin tranquille, donc non effervescent, exclusivement en rosé, que sont les rosés d'Hérissé. Bref, selon Me, Myself and I, les rosés de Provence et du Sud sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui, ils arrivent bien à se vendre en surfant sur leur image populaire de rosé piscine, convoquant un imaginaire collectif, nous renvoyant à des souvenirs de vacances estivales. Mais dès qu'on doit aller sur le terrain des vins de terroir, franchement, hormis les champagnes rosés effervescents, c'est plus compliqué. Et cela, le syndicat des vins de Provence l'a évidemment bien compris, puisque sur son site internet, vous retrouverez une page pour en finir avec les idées reçues sur les vins rosés, visant à démonter 6 préjugés qui sont évidemment faux, que sont le rosé, un vin qui n'a pas d'histoire, le rosé, c'est pas compliqué à produire, le rosé, tous les mêmes, le rosé, il faut boire seulement le dernier millésime, le rosé, c'est juste pour l'apéro. Le rosé, ça se boit que l'été. Produit historique intimement lié à l'histoire séculaire viticole, les vins rosés sont aujourd'hui à un carrefour de leur histoire. Vilains petits canards et mal aimés des cavistes, ils ont pourtant pris leur revanche avec un panache indéniable,
puisque réussissant le tour de force de faire une percée commerciale sur leur marché domestique français ainsi que sur le marché international. Cet exploit, comme nous l'avons vu, repose sur plusieurs piliers que sont son succès populaire, ses nouveaux modes de consommation en phase avec une cuisine plus légère qui se mariera avec des hivers de plus en plus courts dus à la dérive climatique, une image de marque Provence/French Riviera puissante, ou encore ce côté glamour/objet de plaisir instagrammable. Cependant, derrière le succès éloquent des rosés de Provence se cache une réalité plus contrastée. Les ventes déclinant lentement, les vins rosés vont devoir prouver qu'ils ne sont pas uniquement des vins simples, frais et de plaisir à siroter à l'apéritif avec ça de glace autour d'une piscine, mais qu'ils sont avant tout des vins de terroir profond, aptes au vieillissement et avec une âme. Et c'est bien là tout le mal que je leur souhaite. Et vous les amis, comment est-ce que vous le considérez le rosé? Simple vin pour s'encanailler un après-midi lors d'un barbecue pétanque? Ou alors vrai vin de gastronomie pour sublimer une cuisine estivale? Je serais vraiment très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous commencez à connaître les grands classiques, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la booster, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des sorties des nouvelles vidéos. C'est malheureusement crucial pour l'avenir de cette chaîne au futur bien incertain. Et quant à moi, je vous dis à bientôt!